Bienvenue dans Une semaine dans le monde sur France 24. On commente l'actualité internationale de la semaine avec nos éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Patricia Alémonière. Bonsoir Patricia, grand reporter. Merci d'être là. Ziad Limam est avec nous cette semaine, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir Ziad. Et puis Fabrice Rousselot est ici avec nous, directeur de la rédaction de The Conversation France. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Nous avons avec nous Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Bonsoir Laure. Bonsoir à toutes et à tous. Avec au sommaire, la guerre en Ukraine, avec sur le terrain la contre-offensive ukrainienne qui se poursuit et la prise de Robotine, mais aussi une nouvelle aide américaine et le limogeage par Volodymyr Zelensky de son ministre de la Défense. Le G20 à New Delhi ce week-end, Narendra Modi veut redorer son image à l'international face au grand rival chinois. Xi Jinping est le grand absent de ce sommet avec Vladimir Poutine. Joe Biden pourrait vouloir occuper l'espace. Les divisions sont nombreuses sur les questions de l'Ukraine, du climat ou encore de l'économie. Un sommet incertain dans un monde fragmenté. L'autre sommet cette semaine, le sommet africain pour le climat à Nairobi. Les 54 pays réunis ont signé une déclaration qui servira de base à la position commune de l'Afrique sur le climat jusqu'à la COP28 et au-delà. Un texte ambitieux qui propose une nouvelle architecture de financement adaptée aux besoins de l'Afrique. Et puis on va revenir sur le coup d'État au Gabon avec la nomination d'un Premier ministre de transition, un opposant à Ali Bongo. Et puis bien sûr le coup d'État au Niger avec les discussions sur un redéploiement partiel des troupes militaires françaises. Et on démarre avec la guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine qui, sur le terrain, se traduit par une contre-offensive ukrainienne qui avance petit à petit, la prise de Robotine et puis cette visite de Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine qui était à Kiev. On l'écoute. C'est toujours bon et en fait inspirant d'être en Ukraine, d'être de retour en Ukraine. C'est maintenant la 4e fois que je viens en Ukraine depuis l'agression russe en février 2022. Chaque fois que je suis ici, je suis frappé par le courage et la résilience extraordinaire du peuple ukrainien, des forces ukrainiennes et des dirigeants ukrainiens. Et je suis ici avant tout pour démontrer notre soutien continu et déterminé à l'Ukraine alors qu'elle fait face à cette agression. Et pour moi, c'est toujours un plaisir particulier d'être à nouveau avec non seulement mon collègue, mais aussi mon ami Dmytro Kuleba. Nous travaillons ensemble partout dans le monde. Et 24 heures sur 24, c'est tellement bon d'être ici, mon ami. Et Patricia, on voit ces images. Alors, c'était effectivement une visite surprise, très attendue tout de même par les Ukrainiens, qui attendaient aussi cette nouvelle aide américaine, 600 millions d'euros d'aide militaire supplémentaire que souhaitent bien sûr les Ukrainiens pour avancer. Oui, alors effectivement, dans cette aide, il y a aussi un package qui est plus orienté vers l'aide aussi civile, mais le gros, effectivement, est pour l'aide militaire. Alors, ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est que dans cette aide, il y a eu ces fameuses armes qu'on appelait avec de l'uranium, de l'uranium appauvri qui posent des bains. Enfin, l'armée russe en a, d'autres armées dans le monde en a. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que aux États-Unis, il y a un mouvement qui monte depuis un certain temps où on voit qu'une partie majoritaire maintenant aux États-Unis trouve que le soutien inconditionnel à l'Ukraine commence à peser. Donc pour les Américains au niveau gouvernemental, il est important de réassurer effectivement Zelensky, mais aussi de montrer aux Russes, en particulier à Poutine, que même si aux États-Unis il y a un mouvement populaire qui monte contre cette guerre en Ukraine, les autorités ne flanchent pas et seront toujours à côté de Zelensky. Zelensky qui aujourd'hui d'ailleurs vient de dire ça va pas assez vite. Les livraisons sont pas assez vite et se passent pas assez vite et surtout l'armée russe nous bloque. Sous-entendu, l'armée russe et l'armée de Russes, l'aviation russe nous bloque. Donc c'est effectivement une demande chaque fois qu'il y a un grand conseil, une grande réunion internationale, Zelensky en profite pour demander encore plus d'aide que celle qui vient d'être promise déjà aujourd'hui avec ces 600 millions d'euros que vous nous rappelez. Alors Fabrice, parce que cette contre-offensive, elle est très lente sur le terrain. Il y a cette prise donc de Robotine qui manifestement est une étape importante tout de même pour les Ukrainiens.
C'est une étape importante, c'est aussi quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment, parce qu'il faut bien dire que la contre-offensive, elle va lentement, elle va doucement. L'une des phrases importantes, j'ai trouvé, de Blinken à Kiev, c'est qu'il a eu cette phrase et qui, à mon avis, était clairement préparée. Il a dit « Nous allons vous donner les moyens d'écrire votre propre histoire ». C'est une façon de dire on vous donne les armes, mais on ne va pas aller bien plus loin que cela. Et Patricia a raison, je rentre des États-Unis. Il y a un débat énorme sur l'aide à l'Ukraine, et il y a un débat énorme qui va monter, tout simplement, avec les présidentielles. Et si j'étais Vladimir Poutine, j'attendrais un petit peu de savoir si M. Trump, par exemple, a quelque chance et peut venir au pouvoir, ce qui changera toute la donne sur l'Ukraine. Et il le dit, Poutine, qu'il a justement compte sur cette élection aux États-Unis pour l'affaiblissement du soutien américain. Les républicains, tous les jours, dans la presse américaine, dans le New York Times, le Washington Post, il y a une tribune républicaine pour dire qu'il faut arrêter cette folie, que ça ne sert à rien et qu'on va nulle part. Donc évidemment, ces enjeux-là pèsent sur les rencontres aussi de Blinken. Et Zelensky, comme l'a dit Patricia, il fait pression il veut ses avions. Alors on lui a promis des avions, il n'a pas de pilote, ça ne sera pas avant l'année prochaine. Et il va y avoir un hiver compliqué, je pense, en Ukraine. Ziad, alors il y a aussi eu ce limogeage par Volodymyr Zelensky cette semaine de son ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov. Alors c'est une étape puisqu'il fait finalement de la lutte contre la corruption son autre guerre. Il a mis son remplaçant, c'est Roustem Umerov. Et Roustem Umerov, c'est directeur du Fonds des biens d'État d'Ukraine. C'est un Tatar de Crimée, un financier. On a beaucoup parlé cette semaine sur France 24. Et c'est une nomination, on peut dire, assez symbolique et forte, et probablement aussi pour donner des gages aux Américains. Sûrement. Après, j'ai l'impression que l'ancien ministre n'est pas en lui-même condamné. C'est-à-dire il paye un peu pour la corruption à des niveaux inférieurs. Et puis, on peut s'imaginer que dans un pays qui reçoit ces centaines de millions, ces milliards de dollars qui circulent, qui rentrent... Enfin, je veux dire, déjà, l'Ukraine, avant-guerre, avait un problème de corruption assez généralisé. Donc là, avec l'influx total de capitaux qui sont gérés, pas gérés, etc., donc on peut s'imaginer que c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est une lutte intérieure pour assurer la crédibilité du pays, qui n'est pas facile à mener quand, par ailleurs, il faut se battre véritablement dans les tranchées. Donc je crois que l'ancien ministre va être promu presque ambassadeur. J'ai entendu parler de Londres ou d'une ville comme ça. Peut-être oui, au Royaume-Uni. Bon, respirer un ça peu. Reste une rumeur. Mais bon. Non, mais bon, Zelensky, il essaye de tenir son pouvoir quand même. Il faut parce qu'on a l'impression que tout ça est cohérent, homogène, que tout le monde est au garde à vous, qu'il n'y a pas de méchants, qu'il n'y a pas de corrompus. En réalité, il y a des méchants, il y a des corrompus, il y a des espions, il y a des doubles agents. Il y a toute une... Enfin, je veux dire, il y a toute une structure de pays en guerre qu'il faut absolument tenir à la minute, et surtout dans un contexte où à l'extérieur on commence à dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, il faut donner des gages de probité. Il ne faut pas oublier non plus aussi que la lutte contre la corruption était l'une des conditions mises par l'Europe, par l'OTAN, etc. Oui. Voilà. Et donc il joue sur les deux tableaux. Je pense qu'il est en train d'essayer de pousser au maximum pour arriver à faire bouger quelque chose. Mais sur les opinions publiques, en fait, ce qui joue, c'est l'impression que les gens ont aux États-Unis, et peut-être un peu en Europe, que c'est une guerre ingagnable. Et c'est renforcé par cet appui qui est un appui, à variable. Des fois on pousse, des fois on s'arrête, des fois on donne pas. Mais les gens finissent par se dire, si cette guerre ne peut pas être gagnée, si la Russie a une telle profondeur stratégique, si elle peut mobiliser des centaines de millions de gens, des milliers de gens, si elle peut exploiter ses ressources, si elle peut contourner les embargos, si à quoi ça sert? Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir ce deal, même s'il n'est pas très bon, et sortir de ça? Et l'ancien ministre, d'ailleurs, a fait une déclaration pour dire, n'oubliez pas que le but de la Russie, c'est la destruction de l'Ukraine. C'est pas juste le Donbass, c'est d'enlever ce pays, de l'absorber, Mais la lutte contre la corruption, c'est aussi rassembler les gens autour de Zelensky, parce que les gens en ont marre de cette corruption. Et il suffit de payer quelques... C'est très populaire, cette oui, c'est très populaire. Anticorruption il y a des pétitions qui circulent, poussées par des ONG actuellement en Ukraine, des ONG ukrainiennes, et qui rencontrent un très grand succès. Il suffit effectivement de payer quelques milliers d'euros pour plus faire la guerre aussi. Il y a aussi voilà. Et donc c'est aussi rassembler. La chute de cet oligarque, Kolomoïski, placé en détention pour fraude et blanchiment, c'est exactement concomitant. Qui avait aidé le président Zelensky au début, cet oligarque en plus. Donc il montre qu'il peut sacrifier aussi ses anciens amis en quelque sorte. Laure, les dessins. Oui, mais je vais vous montrer 3 dessins sur l'Ukraine. Ce premier dessin du dessinateur ukrainien Kazanevski,
où on voit que, certes, la contre-offensive ukrainienne avance, mais la Russie nous arrête depuis le ciel. Hein, c'est ce qu'a déclaré Zelensky il y a peu. Donc au moins, on l'a vu 17 morts dans un marché bombardé cette semaine, de nouvelles frappes sur le territoire ukrainien ces dernières heures. Donc les pertes civiles, quand même, elles continuent de s'amonceler. Et c'est ce que ce dessin montre, je trouve ce contraste assez saisissant entre l'innocence de cette femme pâtissière, on voit qu'elle a un rouleau pâtissier dans sa main avec son chien, et ce balai de bombes dans le ciel. Ce deuxième dessin, alors très bien vu sur le limogeage du ministre de la Défense Reznikov pour corruption, je le lis, de Michel Kishka, dessinateur d'Israël. Limogé, mais chez Poutine, tu aurais été assassiné. C'est effectivement toute la différence entre les deux pays que Michel Kishka résume ici très bien. Et puis pour terminer, ce dessin du dessinateur Ramsès, dessinateur cubain, qui fait une sorte de photo de cette visite de Blinken à Kiev, manifestement, donc on l'a vu, impressionné par la résilience des Ukrainiens, qui ne l'est pas, et à qui il a donc annoncé une nouvelle aide américaine d'1 million de dollars qu'on voit représentée par cette corne d'abondance aux allures un petit peu militaires, on va dire. Voilà pour les dessins. Le G20 à New Delhi, c'est ce week-end. Narendra Modi veut redorer son image à l'international face au grand rival chinois. Xi Jinping est le grand absent de ce sommet. Vladimir Poutine est également absent et Joe Biden donc vient d'arriver. Les divisions sont nombreuses sur les questions de l'Ukraine, du climat, de l'économie. C'est donc un sommet incertain dans un monde fragmenté. On va écouter Antonio Guterres, donc le patron de l'ONU, qui est sur place. Si nous sommes en effet une famille mondiale, nous ressemblons plutôt aujourd'hui à une famille dysfonctionnelle. Les divisions se creusent, les tensions s'exacerbent et la confiance s'érode, ce qui fait planer le spectre de la fragmentation et, en fin de compte, de la confrontation. Antonio Guterres qui n'est peut-être pas encore arrivé à New Delhi, mais Bruno Darroux y est, notre envoyé spécial à New Delhi. Bruno, bonsoir. Joe Biden a rencontré Narendra Modi en cette veille de G20. Oui, tout à fait. Joe Biden a été l'un des premiers chefs d'État à arriver. Vous savez que le sommet débute dans quelques heures ce samedi. Il va durer tout le week-end. Alors, évidemment, pour Joe Biden, l'absence de Vladimir Poutine qui était attendue et celle plus surprenante de Xi Jinping lui offre peut-être l'occasion de pousser l'avantage des Américains vis-à-vis de l'Inde, même si les relations entre les deux pays sont bonnes. On se souvient de la visite qu'avait effectuée Narendra Modi aux États-Unis. Donc là, Joe Biden va essayer donc de pousser l'avantage des Américains. Il y aura sans doute des contrats militaires, peut-être aussi des contrats civils, des contrats sur le nucléaire civil, pardon. Mais pour le moment, Stéphanie, on ne sait pas vraiment ce que se sont dit les deux hommes, parce que la rencontre entre Joe Biden et Narendra Modi s'est déroulée à huis clos, aux grandes dames d'ailleurs des journalistes américains. Alors l'incident est un peu embarrassant pour Joe Biden, qui, vous le savez, a fait de la défense de la démocratie l'un de ses chevaux de bataille depuis le début de sa présidence. Le porte-parole de la Maison-Blanche assure qu'il y aura ensuite un communiqué où tout ce qui a été dit entre les deux hommes sera rapporté aux journalistes de manière claire et transparente. Mais clairement, l'exercice auquel s'était livré Narendra Modi à Washington de manière un peu contrainte, c'est-à-dire la conférence de presse, cette fois-ci, il n'y aura pas de conférence de presse, et donc même les journalistes américains n'ont pas pu assister au début de l'entretien entre les deux chefs d'État. Joe Biden arrive quand même avec une bonne nouvelle, sans doute pour le continent africain. Il a reçu il y a un peu plus de 24 heures plus de 40 chefs d'État et de gouvernement africains à Washington, et il a fermement appuyé la candidature de l'Union africaine pour qu'elle devienne membre permanent du G20, ce qui serait non seulement une reconnaissance diplomatique, mais évidemment dans ce cénacle où l'on discute de questions économiques et financières, une reconnaissance évidemment de ce point de vue-là aussi, et sans doute des investissements à venir. Merci Bruno. Bruno Darroux, donc en direct de New Delhi.
On va revenir sur cette question de l'entrée de l'Union africaine ou pas dans ce G20. Fabrice, un mot. On apprend à l'instant que les États-Unis et l'Inde mettent fin à leurs derniers conflits commerciaux. Donc c'est un peu ce qui ressort de cette réunion entre le président américain et le Premier ministre indien. C'est selon en tout cas Washington. C'est un G20 de Narendra Modi, en fait, c'est ce qu'il faut dire. Oui, il est partout sur les affiches. Il veut mettre en avant son pays, l'Inde. Cette Inde qui parle à tout le monde. C'est un G20 intéressant parce que c'est un G20 qui donne aussi un instantané un peu de la géopolitique mondiale du moment, c'est-à-dire que avec ce monde fragmenté, divisé, et dans lequel il y a une montée en puissance des pays émergents. Il est évident que Modi a préparé le G20 depuis très longtemps. Maintenant, il a fait le tournée des capitales occidentales depuis plusieurs mois. Très bien accueilli en France, très bien accueilli on a légèrement oublié sa dérive autoritaire, quand même, je voulais en dire deux mots, parce qu'il est quand même en train de mettre aussi le pays à feu et à sang, notamment par rapport à la population musulmane. Mais néanmoins, il joue sa carte. On l'a dit, Poutine n'est pas là, Xi Jinping n'est pas là. On le sait, l'Inde aspire à être la troisième puissance mondiale, à concurrencer la Chine. L'Inde a signé des accords de sécurité avec l'Australie, les États-Unis, le Japon, ce qui a mis aussi en colère Xi Jinping. Xi Jinping n'a pas donné de raison pour son absence. Néanmoins, l'Inde va jouer sa carte jusqu'au bout. Il va profiter de cette absence-là pour justement renouer avec les États-Unis, pour renouer avec tous ceux qui sont là, et puis faire entendre cette voix des pays émergents qu'on entend de plus en plus depuis la guerre en Ukraine, et qui est un élément nouveau sur la planète et sur la scène internationale. Ziad, c'est vrai qu'on appelle ça la diplomatie du multi-alignement maintenant quand on parle de l'Inde. C'est un mot un peu nouveau. Est-ce que le conflit finalement entre les États-Unis et la Chine apparaît quelque part en fait lors de ce G20 ? Les Indiens jouent leur carte. D'abord, ils pèsent lourd tout court. C'est-à-dire quand on est un pays de plus d'1 milliard d'habitants, qu'on est au centre de l'Asie, on est un joueur et un acteur incontournable. Et ils ont un conflit avec la Chine qui est un conflit à la fois de concurrence économique, mais qui est aussi un conflit territorial qui pourrait parfaitement dégénérer dans les confins de l'Himalaya et qui peut jouer. Donc Modi joue sa carte avec habileté, la multidiplomatie, etc., au risque peut-être qu'on n'y voit plus très clair au bout d'un moment, y compris pour leurs propres partenaires. Mais bon, ça, comme ils pèsent 1 milliard d'habitants et qu'ils sont acheteurs et qu'ils sont vendeurs et qu'ils ont du gaz, du pétrole, etc., du riz, enfin... Mais leur position est quand même complexe. Je prends juste un détail. Ils ont bloqué les exportations de riz récemment. Et ça a un impact direct sur les pays les plus pauvres qui sont consommateurs de riz. La deuxième chose, c'est que le décrochage avec la Chine est quand même très net. C'est-à-dire que pour que les Indiens rattrapent en termes de puissance économique la Chine, ça va prendre du temps, surtout... Moi, ce qui me semble incontournable, c'est qu'ils ne peuvent pas être une grande puissance mondiale dans un tel chaos intérieur. C'est-à-dire, on ne peut pas être l'Inde planétaire si, en interne, on est dans la guerre ethnique, on est dans la guerre religieuse. Et les élections, en plus. Mais c'est surtout l'aspect guerre ethnique, guerre religieuse. Aujourd'hui, il y a encore hier des incidents contre des musulmans, mais les chrétiens aussi. Enfin, tous ceux qui ne sont pas hindous sont menacés. Donc, l'unité de l'Inde... Donc sa politique, en fait, nationaliste est contre-productive, c'est ce que oui, il est à la fois un acteur incontournable par la puissance de son pays et par les évolutions. C'est vrai, ils sont une puissance spatiale, atomique, ils sont quand même très, très importants. Mais en même temps, tant qu'on ne fait pas union, tant qu'on ne fait pas nation, comment prétendre à un rôle planétaire, y compris en termes de soft power, y compris en termes d'influence, etc. Et je pense que leurs partenaires... qui ont l'habitude de ce genre de marchandage. Les Américains, c'est les rois excusez-moi, depuis des années, ils marchandent avec tout le monde, leurs ennemis, leurs amis, connaissent très bien toutes ces difficultés, donc ils en jouent aussi. Et Xi Jinping, le grand absent, c'est sûr que personne ne sait très bien pourquoi il n'a pas donné de raison. Alors, on spécule depuis 24 heures sur les raisons de son absence. Effectivement, on spécule. De toute façon, c'est un signe que... Vous vous souvenez du dernier sommet des BRICS? On annonçait les BRICS s'étendent, sont réunis, grandissent, une force, justement, la troisième force, etc. Avec tous ces nouveaux adhérents. Et là, justement, ça montre que les BRICS ne sont pas aussi unis qu'ils n'y paraissent. Ils ont beaucoup de difficultés finalement à s'accorder, puisque les deux grands tenants des BRICS, c'est la Chine et l'Inde. Justement, là, il n'y a pas d'unité, puisque le président chinois n'envoie que son Premier ministre, qui ne fait rien sans l'aval du... Donc, ça montre en revers, si vous voulez, que
l'unité et l'agrandissement des BRICS est quand même très, très fragile. Et puis, qu'est-ce que ça montre finalement. Ils sont très divisés. Et qu'est-ce que ça montre, cette division-là? Et qu'est-ce que ça montre aussi sur le plan intérieur? Que Narendra Modi veut absolument gagner les élections. Et pour gagner les élections, il compte sur le succès de ce G20. Succès qui n'est pas garanti parce qu'ils ont beaucoup, effectivement, de difficultés à se mettre d'accord sur un communiqué commun. Mais les Américains jouent très bien leurs cartes quand même, parce que quand même Biden, il va en séduction sur ce monde émergent. Oui, enfin, ils n'ont pas fait de conférence de presse commune. Non, il y a quand même, ça, je pense que c'est... Si Modi veut pas de conférence, il n'y a pas de conférence. Bien sûr. Oui, donc bon. Non, ce qui m'intéresse, c'est que dans le groupe occidental, ceux qui aujourd'hui ont une démarche de séduction très forte sur ces émergences, c'est les Américains. Et les Européens. Pas sur la Chine, c'est-à-dire qu'il le fait sur l'Inde parce qu'à cause de la Chine. La Chine n'est plus émergente. La Chine est un compte. Elle est dans ce groupe, voilà. Après, juste une petite. L'Afrique du Sud non plus, ça marche pas. L'un des éléments aussi d'appréciation du sommet, c'est quand même la déclaration qu'il y aura sur l'Ukraine, puisqu'on sait que Modi a pris une position sur l'Ukraine. Il n'a pas condamné la Russie. Non, il n'a jamais. Il fait appel à la paix, mais n'a pas condamné. Et puis surtout, on n'a jamais vu autant de pétrole russe en Inde. Bruno Darou, vous qui êtes sur place justement, est-ce que le dossier ukrainien va être celui qui va faire vraiment discorde là-bas ? Écoutez, en tout cas, c'est un des dossiers avec la transition énergétique qui va mettre à l'épreuve un peu la méthode Modi. Alors, pour reprendre l'image employée par Antonio Guterres de la famille mondiale dysfonctionnelle, l'Inde, c'est un peu le membre de la famille qui essaye un peu de parler à tout le monde, d'arranger tout le monde, d'être à équidistance. C'est un positionnement à la fois intéressant, mais évidemment compliqué. Surtout que, comme ça a été dit, Narendra Modi veut que ce sommet soit un succès. Seulement, voilà, ça coince sur l'Ukraine, sur la transition énergétique aussi. Mais sur l'Ukraine, les Sherpas s'arrachent les cheveux depuis quelques jours pour essayer de trouver une formulation qui pourrait être acceptable dans le communiqué final. Mais pour le moment, franchement, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Un mot juste, Bruno, pour terminer. Que dit-on sur place de l'absence de Xi Jinping ? Écoutez, à ce peu de commentaires, que ce soit dans la presse ou du côté du gouvernement indien, évidemment, puisque Xi Jinping n'a pas donné lui-même d'explication à sa non-venue. Après, comme ça a été dit, il y a beaucoup de spéculations. Est-ce que c'est pour des raisons de politique intérieure? Est-ce que Xi Jinping refusait de cautionner la montée en puissance comme ça de l'Inde sur la scène internationale? Toujours est-il que cette absence est quand même significative, puisque c'est la première fois que Xi Jinping n'assiste pas à un G20. Il l'a fait parfois en distanciel, mais enfin, c'est la première fois qu'il ne se déplace pas pour cette réunion annuelle des 20 économies les plus puissantes de la planète. Merci Bruno. Et vous allez évidemment couvrir ce sommet pour France 24 tout au long de ce week-end. Et on va passer au dessin justement. Laure Simoes, comment les caricaturistes ont-ils croqué ce fameux événement ? Vous allez voir un premier dessin qui nous vient justement d'un dessinateur indien qui s'appelle Paresh pour le Khaleej Times. Voilà, c'est un G20 qui s'annonce quand même comme une véritable épreuve d'équilibrisme pour le président indien. C'est peut-être d'ailleurs le symbole du multi-alignement dont on parlait tout à l'heure. Il va devoir composer, donc on le voit avec les défis du moment. On voit sur les petites étiquettes qui pendouillent l'énergie, la finance climatique, la dette, la guerre en Ukraine, bien sûr. Mais aussi avec donc les forces en présence. Vous voyez d'un côté de son bâton les États-Unis et l'Europe, et puis les forces en absence, si j'ose dire, que sont donc Poutine et Xi Jinping, qui brillent par leur absence. Ce deuxième dessin aussi assez savoureux du dessinateur brésilien Amorim, parce que même absent et représenté par leur ministre des Affaires étrangères, ils vont quand même guetter les dirigeants russes et chinois, ce qui va se dire à ce G20. Et puis pour terminer, un petit pas de côté, un dessin de Mokassem, un dessinateur palestinien réfugié aux Pays-Bas, qui est assez époustouflant et qui montre le fait que quand même Modi a caché la misère de New Delhi sous le tapis pour accueillir ce G20, puisque des bidonvilles ont été détruits, déplacés le temps du sommet, pour faire illusion, celle que l'on voit très bien dans ce dessin, avec ce décalage entre des gens qui sont autour de la table qui tentent de parler et puis les bidonvilles qui sont derrière cette barrière et ces barbelés.
L'autre sommet, cette semaine, c'est ce sommet africain pour le climat qui s'est tenu à Nairobi. 54 pays réunis qui ont signé une déclaration, la fameuse déclaration de Nairobi, qui devrait servir de base à la position commune de l'Afrique sur le climat jusqu'à la COP 28 et au-delà, dit le texte. Un texte ambitieux, donc, qui propose, je cite, une nouvelle architecture de financement adaptée aux besoins de l'Afrique. On va écouter tout de suite le président kényan, William Ruto. Au cours de ce sommet axé sur l'action, diverses parties prenantes, notamment des gouvernements, le secteur privé, des banques multilatérales et des philanthropes, ont pris des engagements substantiels totalisant un montant remarquable de 23 milliards de dollars américains pour la croissance verte, l'atténuation et les efforts d'adaptation dans l'ensemble de l'Afrique. Bon, Ziad, alors évidemment, ils disent ce sommet, c'est une première. Est-ce que c'était vraiment un succès? On n'est pas dans le greenwashing. Là, il y a eu une sorte d'Afrique qui parle d'une seule voix. Il y a un peu de tout. D'abord, l'unité de façade à la fin a caché la profondeur des désaccords de fond entre les pays. C'est toujours la même histoire. On a tendance à dire l'Afrique, mais l'Afrique, c'est plus d'1 milliard d'habitants, 54 pays, avec des intérêts divergents selon les uns et les autres, et en particulier sur le plan du développement durable. Donc le plan kényan, disons, d'inspiration peut-être euro-américaine, etc., c'est cette espèce de transformation magique de l'Afrique via les renouvelables, via le développement durable, etc. Certes, pourquoi pas, le monde magique, Walt Disney, tout ça, c'est très bien. Dans la réalité quotidienne, l'Afrique, c'est pas ça. D'abord, il n'y a pas les financements pour ce projet-là. D'ailleurs, ils ont beaucoup les parlé financements qui ont été promis avant sont toujours pas arrivés. Donc, les nouveaux financements qui sont dans la queue, qui arriveront je sais pas quand. Donc, tout ça, c'est un vrai problème. La deuxième chose, c'est qu'il y a des réalités de pauvreté qui ne sont pas adressées par ce discours sur le développement durable. Et le troisième point, c'est qu'il y a des pays qui ont des enjeux complètement différents. Des pays qui sont futurs producteurs de gaz ou de pétrole, qui disent « mais pourquoi voulez-vous que je m'assieds sur mes richesses gazières et pétrolières qui me permettraient d'industrialiser et éventuellement de basculer en développement durable ?» Et il y a les pays de la forêt qui disent « mais vous êtes bien gentils, nous on essaye de protéger tout ça. » Et c'est pas valorisé. Donc on voit à quel point l'Afrique est à la fois au centre des enjeux, mais à quel point c'est très difficile d'avoir... À quel point c'est très difficile d'avoir une position... C'est un extrait du discours de William Ruto. Donc, à quel point c'est difficile de parler de l'Afrique. C'est un truc, je pense, qu'il faut sortir de cette discussion. Mais pourtant, on a l'impression que William Ruto, c'est ce qu'il souhaitait. Il disait que le succès, ça serait qu'il y ait une seule voix. Ce qui est bien, c'est que le développement durable est en train de devenir une discussion intra-africaine. C'est-à-dire, c'est en train de devenir une discussion au niveau global du continent et dans chaque société, dans chaque pays, c'est en train de devenir une discussion. Mais de parler de position africaine à Dubaï, moi, je pense que c'est comme si on parlait de position asiatique à Dubaï ou de position... Enfin, il y a cette espèce de mythe d'une Afrique qui serait fonctionnellement unie, qui aurait tous les mêmes intérêts. C'est comme pour le G20, on n'en a pas parlé. L'Union africaine au G20, ok, très bien. C'est des fonctionnaires qui sont à Addis Abeba et qui vont représenter... Qui changent tous les ans. Non, ça c'est le président, mais les autres... Patricia, pour rebondir sur ce que vient de dire Ziad, justement, est-ce qu'on est quand même dans une avancée ou pas? Alors, je partage complètement son point de vue que l'Afrique, c'est 54 pays, enfin, c'est des dizaines de pays qui ont effectivement, certains disposent de gaz, de pétrole, etc. Et ont bien l'intention, disent-ils, et ils l'affirment. Vous avez développé ça, nous disent-ils, durant des années. Vous êtes responsable de la pollution et du gaz à émettre ça, et nous rien. Donc nous allons continuer et nous n'allons pas nous arrêter, d'autant que les grands pétroliers et les grands majors n'ont pas non plus envie d'arrêter ce business-là. Mais ce qui est intéressant, et là je suis sur l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est que enfin, on a un sommet où on a tous les pays africains qui sont là, qui parlent d'une réalité qui est la leur, qui essayent de voir comment ils peuvent effectivement parler d'une seule voix, même s'ils savent qu'ils sont très divisés. Parce que pendant nous-mêmes, nous parlons de l'Afrique. À Paris, qu'est-ce qu'on fait dans nos sommets? On invite l'Afrique, dit-on. Donc là, on a l'impression que les Africains sont bien décidés à se prendre en charge, et je ne pense pas qu'ils nient leurs différences. Ils essayent tout simplement d'avoir
à minimum une position commune, mais qu'est-ce que l'on fait, nous, au G20, si ce n'est qu'on essaye d'avoir des positions communes au G7? En plus, ce que disait Ruto, c'est justement qu'il ne souhaitait plus que l'Afrique soit juste le continent qui subit en fait les catastrophes climatiques, mais peut-être justement de pouvoir aussi agir, de se prendre en main. C'était un peu ça l'image en fait de ce sommet. Deux choses, je pense. Déjà symboliquement, je pense que c'est important que ce sommet ait eu lieu parce que tout simplement, on se demande même pourquoi il n'a pas eu lieu plus tôt. L'Afrique reste en termes de transition environnementale un potentiel fort, un continent absolument incontournable. Donc ça, c'est important, même si en effet les positions, les moins émetteurs. Et le deuxième plan, on en a un tout petit peu parlé au début, c'est que je pense que ce qui était à l'agenda aussi ici là, c'est tout simplement le financement de tout cela, la restructuration de la dette, etc. Parce que la réalité, c'est que l'Afrique ne fera rien si on ne les aide pas. Ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas le faire pour les raisons qu'a évoqué Ziad, notamment sur le fait que certains, tout simplement, leurs ressources, c'est le pétrole ou c'est le charbon. Donc derrière la déclaration, il y a une demande de tout changer, de changer les institutions internationales, ou en tout cas leur fonctionnement, de la façon dont ils financent l'Afrique. Et si on ne fait pas ce pas-là, eh bien rien va se passer. Et c'est vrai que du coup, les réalités des nations africaines vont reprendre le dessus. Et ce sera une bagarre qui va durer pour de longues années. Est-ce que c'était un bon moment pour le président kényan ? En fait, alors ça a été un bon moment parce qu'il a quand même une certaine, excusez-moi le terme, il a une vraie tchatch. Il arrive à parler aux gens. Il l'avait fait à Paris. C'est un dossier qu'il a pris à bras le corps et dans un pays qui est difficile, le Kenya qui subit les effets du changement climatique, la désertification au nord, les menaces terroristes, etc. Donc voilà. Et en même temps, un pays assez business aussi. Oui, un pays très ouvert, smart power. La technologie digitale, etc. Après, on lui a beaucoup reproché d'avoir organisé ce sommet avec des consultants américains qui sont venus, avec McKinsey, décidément ils sont partout, pas qu'ils sont pas qu'à Paris. Et donc il y avait cette espèce de tonalité au début extrêmement ambitieuse, libérale, qu'une réunion assez cinglante du lundi soir a recadré, c'est-à-dire que les autres participants ont dit t'es bien gentil, mais là il faut qu'on parle des vraies réalités et de nos réalités. Et donc et peut-être s'il y a une Afrique, c'est là qu'elle se joue, c'est-à-dire que, in fine, dans une pièce, ces dizaines de délégations vont trouver un arrangement qui les tient tous ensemble, parce qu'au fond, il y a un challenge commun. Mais chacun, dans ce challenge commun, chacun va jouer sa carte. Prenez juste un exemple. Il y a des villes aujourd'hui qui sont directement menacées par la montée de l'océan. Donc leur préoccupation, eux, c'est ça. Cotonou, par exemple, Abidjan, Lagos, toutes les villes du bassin du golfe de Guinée, elles ont un problème, l'eau monte. Donc c'est Jakarta dans 5, 6, 7, 10 ans. Donc ça, c'est un cas particulier qui pose des questions précises et comment on change. Et vous qui avez fait en sorte que les océans montent, comment vous faites pour nous aider à réorganiser, restructurer une conurbation qui est pourtant... c'est pas la même problématique que des pays enclavés. C'est pas la même problématique, par exemple... Face à ça, 600 millions d'Africains qui n'ont toujours pas d'électricité. Bien sûr. Et donc, il faudra se faire un sacré paquet de panneaux solaires pour arriver... on connaît les... Et donc... Mais je pense que l'appel, il est là. L'appel du pied, il est vraiment là. On va faire des trucs si on commence à parler restructuration, mais franchement, dette, etc. Ça fait du bien d'avoir un sommet qui parle des Africains en Afrique et non plus un sommet à Paris, dans toutes les autres capitales du monde occidental. Tout à fait d'accord. Laure. Oui, alors je vais vous montrer trois dessins sur ce sommet. Un premier dessin justement de la jeune dessinatrice Céleste qui vient du Kenya, qui est tout simple, mais qui dit tout du grand dilemme des pays africains, qui sont donc, on vient de le dire, à la croisée de ces deux chemins apparemment opposés. Ça peut se débattre, combattre la pauvreté d'un côté ou lutter contre le changement climatique. Voilà, il y a cet enfant africain là qui s'interroge sur quel chemin prendre. Un deuxième dessin du dessinateur français Rodo, sommet africain pour le climat, les pays développés mis en cause. Vous aviez promis 100 milliards d'aides par an, dit ce dirigeant africain. Et puis là, on a un dirigeant qui répond, vous avez besoin de notre argent pour lutter contre notre pollution, et qui trouve le moyen de s'étonner. On le sait, on l'a dit, les pays africains qui polluent bien moins que les pays riches préconisent, et à raison, des mesures globales, et notamment une taxe carbone mondiale
pour mettre fin à ce paradoxe que Rodot, le dessinateur Rodot, dénonce ici avec beaucoup de malice. Et puis pour terminer, ce dessin de Lacerte, dessinateur français, qui soulève avec tout autant de malice un autre aspect des préoccupations africaines du moment, ou en tout cas de certains pays d'Afrique. Sommet africain sur le climat, avec tous les avions français qui partent et tous les avions russes qui arrivent, notre bilan carbone a du plomb dans l'aile. Voilà qui est bien résumé. On va y revenir justement. On va d'abord parler du coup d'État. C'est une transition toute faite, une transition très politique. Coup d'État d'abord au Gabon, avant de parler du Niger, parce que je sais que vous aviez ça en tête, Laure. Le Gabon d'abord, avec ce Premier ministre de transition cette semaine, Raymond Dong Sima. C'est un opposant à Ali Bongo. Qui est-il, Ziad ? Il a été Premier ministre d'Ali. Ça a duré 2 ans et visiblement, ça ne s'est pas très bien passé. Après, il a progressivement, c'est un économiste qui a une réputation assez sérieuse, il a progressivement bougé vers l'opposition. Et donc, c'est un signal assez notable du président de la transition et du nouveau régime gabonais en direction des oppositions. Parce qu'en fait, ce qui se passe au Gabon, c'est on l'a dit suffisamment, c'est un coup d'État interne. Moi, j'appelle ça un changement de conseil d'administration. La révolution de palais. C'est-à-dire qu'une partie du pouvoir et de la famille s'est vue quand même extrêmement menacée par le résultat de l'élection, le vrai, qui circule un peu partout, donc c'est qu'il est connu. Et donc, ils ont pris la décision de renouveler, j'allais dire, le conseil et d'apporter du neuf. La difficulté, c'est que 60-70% des Gabonais ont voté contre et pour le changement. Donc il faut envoyer des signaux très vite de changement, qu'on ne sera plus dans le post-bongoïsme, qu'on va rompre quand même avec cette dynastie, qu'on va changer, qu'on va se remettre, les images stupéfiantes même. C'est ce qu'il incarne, ce Premier ministre ? D'abord, il vient d'être nommé, donc il porte quelque chose. Après, on va voir s'il est efficace. Mais encore une fois, le plus important, c'est de convaincre la population, l'opinion publique gabonaise qu'il y a du changement. Les images qu'on a vues sur ces caisses de billets de 500 €, 200 €, c'était... Tout le monde sait qu'il y a toujours un peu ça, mais un peu ça. C'est-à-dire que là, c'est absolument terrifiant. Et les Gabonais savent et voient. Ils disent, c'est pas possible, nous, l'inflation, les denrées alimentaires, le manque d'infrastructures, d'électricité, etc. Donc, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est de maintenir une certaine stabilité. Et pour qu'il y ait une stabilité, il faut que ça change. Donc, c'est un vrai... Patricia, oui. Comment la transition peut-elle se passer ? Parce que là, ce n'est que le début. Et tous les scénarios sont sur la table ou pas ? Oui, tous les scénarios sont sur la table. Mais là, on a l'impression aussi que, hormis faire un geste vis-à-vis de l'opposition, le nouvel homme fort du pays, qui n'a pas donné de durée pour la transition. On ne sait pas. Il veut remettre le pouvoir, il l'a dit. Il va falloir écrire une nouvelle constitution. Enfin, il envoie des signaux comme ça. Il peut se il y en a, on voit au Mali. Il y a des tentatives. Voilà. On peut toujours se représenter et on peut être gagné finalement par la pas et la force du pouvoir. Mais pour revenir à ce Premier ministre, ce qui est intéressant, c'est que aussi bien ici qu'au Niger, on nomme un économiste. Et le problème essentiellement du Gabon, c'est le partage de la richesse. Donc on nomme un économiste, on envoie des signaux tant à l'international qu'à sa population, qui a soutenu, comme on l'a vu, ce coup d'État, en tout cas qui ne s'y est pas du tout opposé, parce qu'il a soi-disant évité peut-être un bain de sang. Donc on envoie des signaux à l'international, on envoie des signaux à la population, et aussi on envoie des signaux en vue d'un partage équilibré du pouvoir dans le pays, puisque le pays est divisé en clans, famille et autres. Et donc là, on envoie le signal que ce n'est plus la famille Bongo qui va finalement gérer le pays, qu'on va essayer de partager. Il faut voir ce que ça va donner. A le droit maintenant donc de sortir du pays pour des raisons médicales. Ça, oui. Mais il est évident que, de toute façon, la dynastie Bongo arrivait... Enfin, on en parlait déjà du père. Voilà, donc la dynastie arrivait à son terme. Voilà. Après, il y a un autre signal qui est commun au coup d'État qu'on a vu là, depuis les 5 ou 6, depuis quelques années. C'est aussi le rejet de la France. Et je fais aussi la transition, je pense, avec l'autre question. Au Gabon, c'est plus complexe. Pas aussi fort, mais ça fait partie quand même... ça a été la rhétorique qui a été utilisée aussi par le général. Un peu moins. Mais là, ce qui est clair, l'ambassadeur de France. Oui, mais là, on voit très bien que, par exemple, sur notamment les Américains,
entendent aussi profiter de la situation, notamment sur le Niger, c'est pas le Gabon, mais où ils ont été beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup moins prudents que les Français. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment aussi, voilà, ou en tout cas, comment ces nouveaux gouvernements, et en plus c'est compliqué parce qu'ils viennent juste, voilà, c'est des coups d'État, et on ne sait pas ce qui va se passer, mais comment ils vont gérer l'après et comment ils vont gérer aussi. Là, on reste quand même dans l'inconnu, Ziad. C'est là qu'il peut y avoir un point commun. Mais effectivement, il y a des différences sur ce sentiment anti-français au Niger, entre le Niger et le Gabon. La question sahélienne, c'est vraiment une question à part, avec des troupes, avec la guerre, etc. Le Gabon est un pays très francophone. Alors bon, Ali a essayé de jouer avec le Commonwealth, il trouvait ça sympa. Puis en plus, il adorait Londres, il adore Londres. Charles, il était ami avec le roi d'Angleterre. Bon, peut-être, mais au fond, c'est ça. Et le deuxième point, c'est que ces systèmes familiales autocratiques, ils avaient l'avantage, entre guillemets, de tenir les contradictions du pays. Donc en fait, les Bongos, c'est des gens qui viennent d'une région très minoritaire et ils ont tenu ce pays qui est petit, mais où il y a des vraies différences culturelles et ethniques dans la population. Et donc, quand on fait un coup d'État et qu'on redistribue les cartes, il y a cette redistribution aussi, ce que tu évoquais sur le partage du pouvoir. Et ça peut entraîner l'instabilité, ça peut entraîner la complexité, ça peut entraîner des conflits qui étaient éteints, qui vont en tout cas politiques. Et c'est pour ça, en fait, je pense, et après je m'arrête, que les gens ont une certaine confiance dans le général Oligui parce qu'il connaît la musique, connaît le pays. Il vient du Sérail. Il vient du Sérail, donc on se dit, donnons-lui une demi-chance, voir s'il peut amener quelque chose de nouveau. En tout cas, il envoyait tout de suite des signaux français, réception de l'ambassadeur, il ne dénonce pas les accords. Et donc c'est un homme qui n'entend pas sur le plan international et vis-à-vis de sa relation avec la France faire une rupture, à l'inverse, effectivement, de ce qui se passe au Niger. Mais le Niger aussi, un Premier ministre qui est un économiste. Alors justement, sur le Niger, la France qui discute d'un et qui est un modéré. J'ai beaucoup d'amusement. La France discute d'un redéploiement, en tout cas, de ses forces militaires. Patricia, elle est toujours très ferme à l'égard de la junte au Niger. Elle soutient Bazoum. L'ambassadeur de France reste pour le moment, mais manifestement, il y a des négociations sur le sort des militaires français. Oui, mais le Premier ministre y a fait allusion dans une conférence de presse, il l'a encore répété. Il faut voir que ces militaires français étaient sur une base avec des militaires aussi nigériens et que sur une base, on se parle quand même. Et donc, déjà, on se parle. Et puis là, j'insiste, on a affaire à un Premier ministre qui est plus modéré dans son discours, qui n'a rien à voir, par exemple, avec le Premier ministre malien. C'est deux personnalités totalement différentes. Et quant au responsable de la junte nigérienne, il est enfermé plutôt, lui aussi, dans son palais. Oui, mais Bazoum résiste toujours. Et Bazoum résiste il tient en plus. Il continue dans des conditions qui apparemment sont déplorables, d'après ce qu'on sait. Mais voilà, après... Je trouve que c'est compliqué, moi, de savoir un peu ce qui va advenir dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est quand même des coups d'État, voilà, qui, pour certains, ont des raisons différentes, mais qui amènent à des situations d'instabilité. Le fait, par exemple, que ce soit des économistes, on l'a remarqué, c'est un élément plus positif. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il va y avoir une répartition des richesses? Est-ce que ça veut dire pour autant que l'économie va changer? Non. Donc, il y a quand même ces réserves-là à apporter. Au Niger, la question, c'est est-ce que le front anti-junte va tenir? C'est clairement ça. C'est-à-dire les Français, pour le moment, ils ont une attitude très marquée, mais on va peut-être enlever des troupes, mais on va peut-être enlever les avions, mais on va peut-être négocier certains trucs. Sur la CEDEAO, c'est très clair que la fameuse opération, elle est où? Et puis, il y a des vraies dissensions. Au Nigeria, il y a les États du Nord qui sont des États Haoussa, qui ont des connexions très fortes avec le Niger, qui disent surtout pas de guerre. Le Bénin est en situation de crise économique à cause du bloc. Donc, on voit que c'est complexe. Celui qui tient tout seul dans sa résidence, qui est une prison, c'est le président Bazoum, qui finalement incarne quelque chose à l'échelle qui dépasse le Niger. Mais il est en prison. Laure, les dessinateurs. Oui, je vais vous montrer 3 dessins. Un dessin de Lacerpe, dessinateur français qui est décidément en verve sur le départ d'une partie des troupes françaises du Niger, putsch au Niger, présenté valise, dit ce colonel à ses soldats, et on voit les militaires qui, au lieu de présenter des armes, présentent les valises pour partir. Un deuxième dessin de CAC qu'on ne présente plus, avec justement les récents coups d'État au Niger et au Gabon. Les médias se sont interrogés ces derniers
derniers jours. Peut-il y avoir de bons putschs, hein, c'était ça. Et bien donc ce militaire nigérien, il interroge à plus forte raison le président français. Et pour le Gabon, vous ne dites rien. Et Macron qui répond, nous vérifions s'il s'agit d'un coup d'État commercialement équitable. On l'a dit, hein, les raisons sont pas comparables, mais le rapprochement méritait d'être fait. Puis pour terminer, ce dessin de Glé, dessinateur du Burkina Faso pour RFI, pour vos confrères d'RFI. Il faut quand même oublier un peu la France dans tout ça. Et Glé nous rappelle donc le rôle aussi qui peut être fondamental de la CEDEAO, Ziad le disait, qui se disait prête à intervenir militairement et puis qui recule, etc. À droite, à gauche, en avant, en arrière. Et puis à un moment donné, il y a le conducteur du char qui dit « Président Tinubu, on n'a presque plus d'essence ». Voilà, c'est jamais simple de trouver la bonne voie dans ces conditions compliquées et complexes où les choses se font au jour le jour. Merci Laure Simoes, et merci à tous les dessinateurs de Cartooning for Peace, directrice donc éditoriale de Cartooning for Peace. Merci Ziad Limam, merci Fabrice Rousselot, Patricia Alémonière. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et puis en podcast. Restez avec nous. À lundi.